Oui, mais moi, voilà. Bonjour à tous et merci d'être présents ce matin, d'avoir affronté un peu de pluie. On n'était pas habitués, c'est des questions climatiques. On va parler ce matin moins de sujets techniques qu'on ne le fait d'habitude. On est souvent ici à l'EVFR dans des sujets très, très financiers, très techniques financières, dans une optique réglementaire bien sûr. Ici on prend un peu de recul, on prend un peu de hauteur pour réfléchir à l'évolution du monde, quelque part, on va le dire comme ça, Christian, même si c'est un peu ambitieux. En tout cas, cette évolution climatique qui n'est pas sans lien avec la finance. Et c'est pour ça que Christian a intitulé sa présentation « La finance et l'action climatique », et tout ceci à partir d'un livre formidable que vous avez peut-être vu, ou peut-être pour certains parcouru déjà ou lu déjà, qui est ce livre, le dernier de Christian, Climat, 30 mots pour comprendre et agir. Et je trouve que c'est une démarche formidable que d'avoir repris le temps, pour Christian qui est dans la matière depuis un grand nombre d'années, 2002, d'avoir repris le temps de poser un peu les choses, d'avoir posé le vocabulaire, puisqu'on est tous, on baigne dans cet environnement de débat autour du climat, mais sans toujours avoir les bons repères. Et là, on prend un peu de temps pour se dire, est-ce qu'on comprend bien le vocabulaire, les mots qu'on emploie. Personne n'était plus qualifié que Christian pour écrire cet ouvrage et pour bien sûr ensuite nous le partager. Christian est un économiste qui a donc œuvré sur cette matière depuis longtemps à partir de ses différents postes, mais principalement Dauphine et la chaire de l'économie du climat qui était hébergée ici, enfin qui est rattachée à Dauphine. Christian a même une légitimité particulière pour le climat, je dirais quelque part, parce qu'avec comment tu as commencé ta carrière dans le secteur agricole, et ça donne quand même une assise. Et en Algérie. Et en Algérie. Une assise pour parler du climat, et avant d'occuper des fonctions de direction dans 2 instituts de recherche économique, donc le Rexecode et le BIP. Et puis Christian a été dans le secteur de la finance, en réalité, à la Caisse des dépôts, en s'occupant en dirigeant la mission climat. Christian a aussi conduit un certain nombre d'émissions pour les pouvoirs publics, dont la présidence du comité pour la fiscalité écologique. Christian est l'auteur d'une dizaine d'ouvrages. Je regardais hier, je n'avais plus en tête, Christian, toute cette panoplie d'ouvrages, il y en a une dizaine, une douzaine, une quinzaine, qui sont tous, avec un fil rouge quand même, tous sur le climat. Moi je vois en 2020, Covid-19 et réchauffement climatique. En 2019, le tic-tac de l'horloge climatique, qui était un livre formidable qu'on avait mis, dont tu étais venu parler ici. En 2015, le climat à quel prix, la négociation climatique. En 2013, le capital vert, une nouvelle perspective de croissance. En 2012, et si le changement climatique nous aidait à sortir de la crise. Enfin, voilà un fil rouge à chaque fois de climat, et j'en passe sur le prix du carbone, et pour quelques degrés de plus, nos choix économiques face au climat en 2009. Et puis il y a eu des rapports publics, notamment le rapport Trajectoire 2020-2050 vers une économie sobre en carbone en 2012, pour un rapport du comité présidé par toi-même, Christian, pour le centre d'analyse stratégique rattaché au Premier ministre. Et puis il y a même eu des romans, ça je l'ai découvert aussi, et des romans qui ont aussi la même thématique. Un roman qui s'appelle en 2021 « Il voulait refroidir la Terre », et puis un autre en 2014 « Le complot climatique ». Donc voilà, moi je suis ravi d'avoir découvert ça pour mes prochains week-ends. Alors 30 mots pour comprendre et agir. C'est vrai qu'il faut avoir une bonne compréhension des choses, il faut tout ça dans une perspective dynamique d'action. Je crois que ton propos n'est jamais pessimiste en réalité, il se termine toujours par cette volonté d'action. Alors ce vocabulaire, il n'est pas fouillis quand même, il est organisé. Il y a 4 rubriques, il y a une rubrique scientifique, une rubrique plus politique, enfin axée sur l'action climatique, il y a une rubrique technique et une rubrique économique, et donc c'est un décryptage du sens réel d'un vocabulaire au sens très précis, mais qui est souvent imparfaitement maîtrisé. Alors il y a toutes sortes de mots, certains on les connaît quand même à peu près, d'autres presque pas, et d'autres sont assez ambigus. Moi il y en a plusieurs que j'aime bien, parce que ils interpellent un peu cette notion de justice climatique, la notion de géo-ingénierie, des choses qui ne sont pas complètement évidentes. Alors on a bien sûr ici un intérêt peut-être un peu spécifique pour la rubrique économique, la notion de normes. On y est
est en plein, bien sûr, la notion de taxe carbone, la notion de quota de CO2, la notion d'actifs échoués, toutes sortes de choses là, qui parlent concrètement dans le secteur financier. Et puis il y a des mots à portée structurelle qui ont encore une autre dimension, croissance versus décroissance, adaptation versus atténuation, toutes sortes d'éléments qui poussent à la réflexion. Et dans ce livre, il y a aussi des informations très précises sur les vrais chiffres, quelque part, l'évolution des émissions mondiales de gaz à effet de serre sur la dernière décennie, qui sont les principaux émetteurs de CO2. Enfin, moi, j'ai découvert un tas de choses. Et puis, j'ai découvert surtout, effectivement, enfin, ça, je ne suis pas surpris, puisque c'était déjà dans la tonalité des livres précédents, cet esprit, effectivement, de construction, cet esprit d'optimiste, mais qui veut dire quand même comprendre pour agir. Il y a encore des choses à faire, il n'y a pas de fatalisme, mais il est plus que temps. Tu disais dans le tic-tac de l'horloge écologique, on était à minuit, moins pas grand-chose. Et donc c'est maintenant ou jamais. Donc optimisme, mais quand même raisonné. Et donc à détailler un petit peu. Merci infiniment en tout cas d'avoir bien voulu parler de ce livre qui va nous donner une bonne assise pour nos réflexions sur la finance. Merci beaucoup Michel, je rougis de autant de compliments, je suis ravi d'être avec vous ce matin. C'est vrai que j'ai pris un plaisir particulier à écrire ce livre, parce que je trouve que s'arrêter sur les mots oblige à vraiment remettre un peu en cause un peu souvent même la façon dont on réfléchit, dont on polémique parfois. Parce que dans les mots du climat, vous avez un peu de grandes catégories. Vous voyez, vous avez des mots extrêmement techniques, des mots barbares. Forçage radiatif, UCTAF, utilisation et changement d'usage des sols, etc. Donc ces mots assez techniques, si on ne fait pas un petit effort pour aller regarder auprès des scientifiques qu'est-ce qu'ils veulent dire, on est un peu à côté de la plaque. Et puis vous avez, tu l'as dit, à l'autre côté, des mots extraordinairement utilisés dans le langage courant, maintenant, tous les jours, pratiquement à la télé, à l'urgence climatique, etc. Et c'est vrai que aussi ces mots d'un usage très courant, souvent des mots valises, on ne met pas les mêmes contenus, suivant la position qu'on a dans les parties prenantes, dans le débat public. Bon, donc j'ai essayé de faire cet exercice. J'y ai été un peu stimulé parce que mon éditeur m'a demandé de le faire, puisqu'il avait vu que sur mon site, j'avais commencé à faire ça, il m'a dit faire un bouquin, voilà. Et j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à l'écrire, et je pense qu'il plaît un peu, puisque j'étais assez furax, les 15 derniers jours, il était en rupture de stock, parce que les éditeurs sont tellement efficaces qu'il a fallu 15 jours pour... Mais le stock est réassorti normalement depuis hier. Voilà. Bon, alors, je vous propose effectivement de parcourir quelques mots. Je les ai pris pas tout à fait au hasard, parce que c'est pas un dictionnaire, un bouquin, ça peut se lire de A jusqu'à Z. Et je mets une assez bonne note à l'élève Michel, qui a quand même eu une lecture très, très attentive. Alors, on va commencer par 6. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'il faut que je... Là. Non, j'ai trop vite. Voilà. On va commencer par urgence climatique, justement. Alors, la notion d'urgence dans le langage courant, c'est souvent l'idée qu'il faut aller très vite pour, par exemple, vous avez un accident grave sur l'autoroute, il faut que les secours partent à toute allure et soient vraiment à temps. Donc, c'est l'idée d'urgence de court terme, de précipitation. Bon, l'urgence climatique, ça renvoie à quelque chose de tout à fait particulier, qui a été un peu développé dans le tic-tac de l'horloge climatique. C'est que le problème climatique, fondamentalement, c'est un problème de stock. Ce qui réchauffe la planète, c'est la quantité de gaz à effet de serre, le stock de gaz à effet de serre qui s'accumule au-dessus de nos têtes dans l'atmosphère, avec les trois principaux, le CO2, le CH4, le N2O, qui sont les trois principaux gaz anthropiques, puisque le principal gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau. CH4, c'est le méthane, pardon, oui. Et N2O, c'est le protoxyde d'azote. Bon, alors, tant que le stock continue à grossir, le réchauffement se poursuit. Et ce point est très important à comprendre. Ce n'est pas un problème de flux, c'est un problème de stock. Et on sait que les stocks, c'est beaucoup plus inerte que les flux. Je vous donne un exemple dans la vie
courante, hein. Si vous voulez faire de la rénovation thermique sur les nouveaux logements, on en produit environ 500 000 par an. Si vous voulez faire de la rénovation thermique sur le parc de logement, sur le stock du logement, vous en avez 35 millions. Vous voyez? Donc, vous voyez les ordres de grandeur. L'inertie du stock, elle est grande. Donc, le problème de l'effet de serre de l'urgence climatique, c'est cette inertie du stock. Tant qu'on n'a pas réussi à contrôler le stock et à stabiliser le stock, le réchauffement se poursuit. Et stabiliser le stock, c'est un enjeu absolument colossal. Alors, à partir de cette idée simple, on passe à un deuxième mot, qui est le mot neutralité. Alors, le terme neutralité, y compris dans le secteur financier, ça, on en parle beaucoup, hein, tout le monde doit être neutre. Hein. Et tout le monde, aujourd'hui, le langage un peu, un peu rapide sur le politiquement correct, il faut être neutre au plus vite et en 2050. Et tout le monde, aujourd'hui, veut être neutre. Alors, qu'est-ce que c'est que la neutralité au sens du GIEC? C'est basique. La neutralité climatique au sens du GIEC, hein, le groupement intergouvernemental des experts sur le climat, c'est une situation dans laquelle on stabilise le stock. On stabilise le stock de l'ensemble des gaz à effet de serre. C'est pourquoi je préfère le terme neutralité climat au terme neutralité carbone. Neutralité, stabilisation du stock, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va ramener le flux brut annuel de nos émissions à ce qui va sortir du stock, c'est-à-dire la quantité de CO2 qui pourrait être absorbée par ce qu'on appelle les puits de carbone, hein, les forêts, les sols, l'océan, peut-être aussi quelques techniques humaines complémentaires, et puis pour les gaz hors CO2, le méthane, le protoxyde d'azote et les gaz fluorés, la destruction physique, hein, chimique des gaz en fin de vie. Alors, la neutralité au sens du GIEC, il faut évidemment la viser, parce que tant qu'on n'est pas neutre, hein, on ne stabilise pas le réchauffement, mais ce n'est pas forcément un objectif ultime. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura atteint la neutralité, il faudra sans doute aller plus loin si on veut atteindre certains objectifs climatiques. Alors, en gros, sans rentrer dans les détails, là je vous donne les chiffres qui ont été actualisés par le 6e rapport du GIEC, le 6e rapport d'évaluation du GIEC, est sorti dans les 3 principaux groupes de travail, et puis le rapport de synthèse doit sortir. Ce rapport de synthèse du GIEC, il doit sortir quand ils auront fini de corriger les virgules et les fonds, parce que le rapport de synthèse finale, comme le GIEC est une instance intergouvernementale, il y a une relecture assez complexe avec les scientifiques d'un côté et les experts qui sont délégués par les gouvernements de l'autre, et c'est un peu politique. Donc, tant qu'on ne s'est pas mis d'accord, donc on est dans une situation d'attente, hein, du rapport final, du rapport de synthèse. Alors qu'est-ce que nous dit le GIEC? C'est assez simple. Vous voulez stabiliser à 2 degrés, et c'est les scénarios climatiques du GIEC, je ne peux pas dire tous les mots, parce que là, vous en aurez pour 3 heures. Hein. Il faut la neutralité climatique monde, hein, pas la neutralité microéconomique, hein, pas la neutralité de l'AFR ou de votre organisation. Hein. Vers 2070 au plus tard. Ça veut dire qu'en termes de budget carbone, qui est la quantité globale de CO2 qu'on peut émettre, il nous reste au niveau des émissions de 2021 de 20 à 25 ans. C'est plutôt 20 que 25, parce que comme chaque année ça tourne un peu, c'est... Vous voulez, mais on sait qu'un monde à 2 degrés est un monde dans lequel les impacts du réchauffement sont terribles. Vous voulez un monde à 1,5 degré, neutralité globale, 2050. Globale, hein, je ne parle pas de la neutralité européenne. C'est un énorme problème, parce qu'aujourd'hui, l'Europe a un objectif de neutralité à 2050, mais si on est neutre en carbone, enfin en climat en 2050 en Europe, il y a peu de chances que le monde y soit. Et budget carbone résiduel, 8 à 10 ans au niveau de 2021. Ça veut dire qu'il nous reste, hein, l'équivalent de 8 à 10 ans d'émissions de 2021 pour avoir 2 chances sur 3 de limiter le réchauffement à 1,5 degré. Voilà ce que nous dit le GIEC. Donc l'urgence climatique au sens du GIEC, ce n'est pas une urgence instantanée, c'est vraiment une urgence qui s'inscrit dans le temps long. Mais plus ce temps est long et plus les impacts de ce que nous faisons aujourd'hui va durer longtemps, plus il y a urgence.
Et ça renvoie, si vous voulez, à une idée simple qu'on peut décrire de façon générationnelle de la façon suivante. Moi, j'ai eu un petit-fils qui est né en 2020, qui s'appelle Baptiste. Bon. Le climat que connaîtra Baptiste en 2050, pour l'essentiel, il est déjà joué par le stock qu'on a déjà envoyé dans l'atmosphère. Compte tenu de l'inertie du stock, hein, les variables climatiques en 2050 ne sont pas très différentes suivant qu'on est dans un scénario où on arrête les émissions, on n'arrête pas les émissions. Bon, moi, en 2050, si j'en crois l'étape de mortalité des assureurs, hein, il ne faut pas toujours croire ce que disent les financiers, mais enfin là, quand même, ils ont quelques méthodes, je pense, assez robustes. Normalement, je ne serai plus là, voilà. Mais quand Baptiste aura mon âge, c'est-à-dire quelque part dans les années 2080, là, ce que nous faisons durant les 2 prochaines décennies sur les émissions va totalement modifier le climat que connaîtra Baptiste lorsqu'il aura mon âge. Donc on est vraiment sur une dynamique qui est extraordinairement forte de l'intergénérationnel. Et on sait déjà que dans les 2 à 3 prochaines décennies, quel que soit ce qu'on fait sur les émissions de gaz à effet de serre, les impacts vont se durcir, on le sait. Et donc, vous voyez, quand j'ai commencé à enseigner le climat, c'est-à-dire en 2002-2003, on voyait ça un peu comme un problème de développement durable. Maintenant, ça y est, le réchauffement, il est là, et on sait qu'il va se poursuivre, donc on n'a plus guère le choix. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre la neutralité carbone? Neutralité climat, pardon. Je vous dis qu'il faut parler de neutralité climat, pas de carbone, mais je me trompe moi-même. Bon. En gros, 2 grandes transformations de nos sociétés, des transformations majeures. On parle de transition. Bon, le terme transition est un peu trompeur parce que une transition, c'est un peu l'idée d'une somme d'ajustement à la marge. C'est vraiment des transformations profondes. Première transformation, ce qui concerne le carbone fossile. Le carbone fossile a été vivant il y a très longtemps, puis s'est fossilisé. Donc c'est un concentré d'énergie qu'on va chercher dans le sous-sol. Aujourd'hui, 80% de l'énergie utilisée dans le monde est d'origine fossile. La première transformation qu'il nous faut opérer, c'est de supprimer au plus vite notre addiction aux énergies fossiles qui est à l'origine de 70% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Si on ne fait pas cette transformation majeure, qu'on appelle transition énergétique, on n'a aucune chance d'arriver à la neutralité carbone. Je pense que cette transition a démarré, elle est trop lente. On n'en voit pas encore tous les impacts, les conditions sociales et financières vont être importantes, mais je pense que cette transition a démarré et aujourd'hui c'est assez bien documenté. On voit à peu près ce qu'il faut faire. En plus, pour les économies, c'est assez facile à modéliser, parce que au fond, c'est une fonction de production avec 3 facteurs, le charbon, le pétrole et le gaz, qu'il faut que j'enlève de ma fonction de production. Je sais, c'est une opération intellectuelle que je sais faire et que je sais enseigner à mes étudiants, et mes étudiants savent même mieux le modéliser que moi parce qu'ils sont meilleurs en mathématiques. Mais si on fait cette transition énergétique sur le carbone fossile, donc là on est vraiment dans une idée, il faut rationner les énergies fossiles, on est vraiment dans une économie de rationnement, de restriction. Imaginez que dans 2050, quand Baptiste aura 30 ans, on a réussi à ramener les émissions liées aux énergies fossiles à zéro. Est-ce qu'on est forcément en neutralité climat? Pas forcément. Tout dépend de ce qu'on va faire sur le carbone vivant. Le carbone vivant, c'est quoi? C'est la façon dont on utilise les terres, l'océan, et ceci est à l'origine d'environ le quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre, avec trois idées fortes qu'il faut avoir en tête, sans rentrer dans les détails. La première, c'est que l'agriculture est la première source des émissions de gaz à effet de serre hors CO2, que sont le méthane et le protoxyde d'azote. C'est vrai en France, c'est vrai en Europe, c'est vrai dans le monde. Et donc, si on n'opère pas une transformation des pratiques agricoles, on aura trop de méthane et trop de protoxyde d'azote. Et là, on rentre dans des transformations qui sont beaucoup plus compliquées que de retirer trois produits du système de production, parce qu'on est sur l'interaction du vivant.
Le deuxième point qui est très important, c'est que là, les changements d'usage des sols, principalement la déforestation, mais pas que, rejettent du CO2 parce qu'on altère, on réduit la capacité d'absorption du milieu naturel, ce qu'on appelle les puits de carbone. Aujourd'hui, la déforestation est principalement tropicale, mais historiquement, elle a commencé en Europe. En France, c'est très bien documenté par les historiens au XIe siècle. On décrit déjà le début du combat du paysan contre l'arbre. Et le premier foyer de déforestation de très loin au XXe siècle, jusqu'en 1950, c'est pas le Brésil, c'est les États-Unis. C'est la fin de la conquête du Brésil. La question de la forêt est directement liée à la question agricole. Parce que si vous voulez arrêter la déforestation en Amazonie, vous n'allez pas mettre des gardes forestiers, si vous n'avez pas créé un ONEF. Non, il faut changer les pratiques agricoles parce que les fronts de déforestation sont principalement provoqués par des pratiques agricoles et d'élevage qui coupent les arbres pour étendre les pâturages, les cultures de soja et quelques autres, les cultures de manioc, c'est les cultures vivrières aussi. Bon, voilà. Donc, si on veut arrêter la déforestation, les clés sont dans l'agriculture. Donc, vous voyez que la question agricole et alimentaire est fondamentale dans cette vision. Et puis, le troisième point, c'est que l'agriculture et l'océan, c'est aussi des puits de carbone dont on peut accroître la capacité d'absorption. Donc, si on fait des transformations qui non seulement réduisent les émissions de méthane et de protoxyde d'azote, mais qui améliore la capacité de stockage, d'absorption du CO2, ça c'est important. Et là, il y a une très grande inconnue, je ne rentre pas dans les détails, mais on peut en parler après si vous voulez, je peux vous parler même de la loutre de mer, qui est un bon exemple, c'est que l'océan, à long terme, c'est probablement le puits de carbone le plus important. Pour une raison assez basique, c'est que vous absorbez du CO2 dans des arbres, mais vos arbres peuvent brûler au bout d'un certain temps, malheureusement, vous absorbez du CO2 dans l'océan, ça descend avec la pompe océanique au fond, c'est des sédiments, là ça reste. Donc sur le long terme, sur le très long terme, le puits de carbone océanique est plus important. Or, les gens de la biodiversité nous expliquent que très probablement, nous sommes également en train d'altérer la capacité d'absorption du CO2 à long terme du fait de la dégradation de la biodiversité marine. Pour des raisons qui sont assez proches. Parce que lorsque vous détruisez des phytoplanctons ou des forêts d'algues sous-marins, qu'est-ce que vous faites? Vous altérez la capacité de photosynthèse, de même que lorsque vous coupez une forêt, vous réduisez la capacité de photosynthèse sur Terre. Voilà, si vous voulez, un peu le plan de route. Donc vous voyez qu'il n'est pas simple. Alors, maintenant je passe vite sur un approfondissement de la transition énergétique. Chaque fois, j'ai mis entre guillemets, parce que après, si vous avez le bouquin, on peut le retrouver maintenant, vous trouvez le mot dans le bouquin, soit le mot principal, soit dans l'index. Transition énergétique. Il y a juste un point qu'il faut avoir en tête, il est très important pour le monde économique et notamment pour la finance. On n'arrête pas de faire des transitions énergétiques depuis un siècle et demi, même un peu plus. Et on fait des transitions énergétiques sur un modèle, sur une logique additive. C'est-à-dire qu'on empile les sources d'énergie les unes après les autres. Vous voyez bien sur ce graphique à gauche, alors c'est pas l'énergie, c'est des émissions de CO2 associées à l'énergie. Au départ était la biomasse, qui représentait à peu près la totalité de l'énergie consommée dans le monde vers 1850. Apparaît le charbon dans la deuxième partie du 19e siècle, mais on n'enlève pas la biomasse. Le pétrole arrive dans les années 20 en quantité massive, mais on n'enlève pas le charbon. Le gaz s'ajoute, mais on n'enlève ni le charbon ni le pétrole. On est dans une logique additive. Cette logique additive, elle est formidable, elle a permis de multiplier par 7 la quantité d'énergie utilisée par terrien au XXe siècle. Par 7. Et la population n'est pas restée... Donc toute la massification de la consommation, etc. Et ça vous donne cet empilement des émissions de CO2. Pourquoi est-ce que la transition énergétique est si compliquée? C'est parce qu'il faut basculer de cette logique additive à une logique de substitution. Il ne suffit pas de rajouter un peu d'efficacité énergétique, de rajouter des énergies renouvelables, il faut enlever des énergies fossiles, il faut se retirer. Donc et donc ceci est bien figuré à droite, là c'est pas les émissions historiques, on repart du même point,
2020, c'est des scénarios du GIEC qui arrivent à 1,5 degré ou 2 degrés à la fin du siècle. Hein, donc là, on a le passé, logique additive, et là, on a le futur que nous impose le GIEC, logique de substitution. Il faut sortir les énergies fossiles. Ça veut dire quoi pour l'économie et pour les financiers? Ça veut dire que la transition énergétique, c'est un double mouvement. Il faut investir, mais il faut surtout désinvestir. Et personnellement, je pense que très souvent, on se trompe lorsque on assimile le coût de la transition énergétique au coût des investissements qu'il faut faire. C'est une partie du coût. Et dans une logique de long terme, si on considère les investissements uniquement que comme un coût, si vous voulez, on ne va pas aller très loin dans le développement économique. Mais le vrai coût caché de la transition, ce n'est pas le coût d'investissement, c'est le coût des investissements. C'est pas de mettre, je sais pas, moi par exemple, j'ai introduit le débat public sur l'usine, de la future usine de batterie là dans le Nord. C'est pas... Bon, mettre 1 milliard pour construire une usine de batterie, ça on sait très bien faire. Notre système économique, il sait investir hein, lorsqu'on a des bonnes incitations. Le vrai coup, c'est qu'est-ce que je fais des 50 fonderies qui aujourd'hui produisent des moteurs thermiques. Donc ça peut être un coût de restructuration, auquel cas il faut vraiment anticiper et restructurer, soit ça va être qu'on va enlever brutalement des actifs du système économique. Et là, j'en viens évidemment à un mot que tu as prononcé tout à l'heure, actif échoué. J'aime beaucoup cette gravure pour illustrer les actifs échoués. Hein. Ça, c'est... parce que bon, quand on fait un bouquin sur les mots, chaque fois, on commence par s'interroger sur le mot, vous voyez. Donc, je me suis interrogé sur le mot forçage, puis là, je me suis interrogé sur le mot échouage. Bon. Et donc j'ai vu que, en général, le mot échouage, hein, c'était un bateau qui ne fait pas exactement ce qui était prévu et qui, pas forcément dans ces conditions extrêmes, mais qui se plante quelque part. Vous voyez, bon. Ça, c'est l'échouage de l'astrolabe de La Pérouse, hein, aux îles de Salomon, comme vous le savez tous, en 1788. Hein. Ça a été un truc assez médiatique à l'époque, hein, parce qu'on ne savait pas très bien ce qui s'est passé, il y a eu une enquête, etc. Bon, c'est pas extrêmement sympathique, voyez-vous. Et donc, la question des actifs échoués, elle pose tout simplement la question de comment est-ce qu'on va être capable de retirer du capital productif qui est condamné parce qu'il est beaucoup trop émetteur de CO2. Soit on le fait à la façon La Pérouse, auquel cas on va souffrir, on va beaucoup souffrir. Et peut-être que certaines institutions financières qui sont, j'allais dire autour de la table, on n'est pas vraiment autour d'une table, on est plutôt comme à l'école primaire ici, hein, mais bon, qui sont dans les rangées, hein, c'est ça la question des actifs échoués, c'est qu'il va falloir retirer du capital, et vite. Parce que si vous voulez être neutre climatiquement en 2050, croyez-moi, on a beaucoup trop de capital qui est lié à l'extraction, au transport et à l'usage des énergies fossiles. Et donc retirer ce capital, ça nos sociétés ne savent pas le faire. Et c'est le vrai challenge pour la finance, il l'a très bien dit. McKerney, hein, le gouverneur de la Banque centrale, hein, maintenant c'est ultra connu. Bon, encore quelques années, quand on faisait ça, bon, c'était un peu original, maintenant tout le monde connaît ça, hein, au Lloyds, hein, à Londres, hein, en 1975, le gars il arrive à la Lloyds, et le mec il pense qu'ils sont vraiment les champions du monde, toutes catégories sur l'analyse des risques, et pof, McKerney dit attention, là vous n'avez pas réfléchi à un truc. C'est des actifs échoués. Pourquoi? Et c'est quoi la problématique, hein? Vous avez trois catégories de risques. Hein. Les risques physiques, on commence à les voir. Hein. Vous voyez cet été, hein, bon, moi j'ai fait, il se trouve, je ne sais pas pourquoi, j'ai fait 3 conférences à Bordeaux depuis le 1er janvier, hein, depuis le 1er septembre, pardon. Ils voient ce que c'est que le risque physique en Aquitaine après les incendies qu'ils ont eu cet été. Hein. Bon. Vous voyez les questions agricoles. Hein, bon. Ça, le risque physique, hein, c'est parce que si on ne se prépare pas, une partie des actifs qu'on utilise aujourd'hui vont être altérés, voire détruits par le réchauffement climatique. Pas uniquement la température, hein, parce que le réchauffement climatique, bon, c'est développé dans le bouquin, mais c'est pas les changements de température, hein, c'est aussi les changements de précipitation, les événements extrêmes, la montée du niveau de la mer, etc. Le trait de côte en Aquitaine, etc. Ça, c'est le premier risque. Mais il n'y a pas qu'un risque physique.
il y a aussi un risque de transition, c'est-à-dire que si vous ne rentrez pas dans la transition dans le bon tempo, la partie de votre capital qui est le plus émetteur de gaz à effet de serre qu'il va falloir retirer du système productif, eh bien, elle va s'échouer, hein, un peu la façon de la Pérou, si vous n'avez pas anticipé. Si vous avez bien anticipé, vous aurez réussi soit à le reconvertir, soit à vous en débarrasser avant. Parce que, je vais vous dire après, je vais un peu vous provoquer, mais c'est normal, c'est mon rôle aussi. Et puis, il y a le dernier risque, c'est le risque de l'inaction. C'est que si vous ne faites rien, vous vous préparez ni au risque physique, ni au risque de transition. Vous prenez les deux dans la tronche. Bon. Moi, j'aime beaucoup cette problématique des actifs échoués, mais on ne va pas me faire croire que c'est la problématique des actifs échoués qui va rendre la finance vertueuse. Parce que de quoi s'agit-il en réalité? C'est que si on dit à la finance, il faut vous débarrasser au bon moment des actifs échoués, qui va les prendre? C'est d'autres, hein. Ça veut dire. Et qui va assumer le coût de la transition, le coût des restructurations? Ben, ça va être en réalité les politiques publiques, ça va être, hein, donc, vous savez, d'autres acteurs qui vont morfler. Donc, vous voyez que la problématique des actifs échoués, elle est extrêmement fondamentale, tout simplement parce que la transition, c'est à la fois de l'investissement et du désinvestissement, mais si la finance prend correctement en compte les actifs échoués pour ses propres risques, c'est pas pour autant que la société aura résolu le problème des transitions, notamment des transitions liées aux émissions de gaz à effet de serre. Alors pour terminer, parce que je vois que l'heure tourne, ouais c'est ça, j'ai à peu près la même heure que cette pendule qui me paraît être un tout petit peu en avance, mais c'est peut-être moi qui retarde. On va regarder un peu trois éléments de contexte sur les réponses politiques. Hein. Le premier élément de contexte, c'est le contexte européen. Il est étudié dans le bouquin sous le mot pacte vert, mais j'aurais pu mettre un terme un peu plus barbare, j'aurais pu mettre Fit for 55. Moi, j'aime pas beaucoup utiliser les anglicismes, mais franchement, Fit for 55, je ne sais pas comment le traduire en français. Si vous voulez. Bon. Alors, c'est quoi c'est assez basique. On commence un peu à l'avoir, à s'en rendre compte. L'Union européenne a des objectifs climatiques hein, depuis la mise en place du protocole de Kyoto, hein, c'est-à-dire, en gros, les objectifs climatiques européens ont été définis vers 2003. Hein, sur l'engagement à Kyoto a été négocié en 1997. On a commencé à mettre en place concrètement la politique climatique en conséquence au début des années 2000 en Europe. Puis ensuite, on a eu une nouvelle phase qui était le 3 x 20, vous savez, moins 20% sur les émissions, moins 20% c'était pour 2020, puis ensuite on a eu l'objectif 2030 à moins 40% sur les émissions de gaz à effet de serre. Cette émission de cet objectif européen de moins 40%, il a été déposé hein, aux Nations Unies au moment où on a fait l'accord de Paris. C'était notre contribution nationale déterminée intentionnelle, les INDC. Bon. Et puis, on est passé en décembre 2020 à un objectif de moins 55% de réduction des émissions de gaz à effet de serre en 2030. D'où le terme Fit for 55. Cette marche d'escalier, moins 40 à moins 55%, c'est pas une feuille de papier à cigarette. C'est une énorme marche d'escalier. Et pour ma part, je pense que l'objectif du protocole de Kyoto était très peu contraignant. Le 3 x 20 n'était pas très contraignant sur les émissions de gaz à effet de serre. Il a été atteint en 2013. Le moins 40% n'était pas si contraignant que ça. Si vous prenez les courbes de tendance des émissions, c'est à peu près la poursuite de la tendance. C'est normal, hein, vous avez un système déclaratif aux Nations Unies, ben, chaque pays met ce qu'il sait déjà faire. Oui, bon. Moins 55%, là, c'est vraiment un objectif. Décision, donc, décembre 2020, l'Union européenne, par le Conseil des chefs d'État, prend cette décision, c'est notifié aux Nations Unies, donc maintenant c'est dans les tables de la loi aux Nations Unies, dans le cadre de l'accord de Paris.
14, j'ai adoré la commission qui met ça le 14 juillet, je pense qu'ils ont fait un peu de provoque, hein. 14 juillet, on annonce un paquet législatif et réglementaire avec 13 règlements qu'on appelle le Fit for 55. Je ne rentre pas dans les 13, mais je pense que ceci va durablement impacter l'action climatique parce que, en réalité, si vous regardez bien, sur le climat, depuis le protocole de Kyoto, c'est l'Europe qui donne le tempo. Et la quasi-totalité des politiques nationales, y compris, je sais pas, quand on a fait le Grenelle de l'environnement avec Jean-Louis Borloo, j'ai adoré, mais on a mis en gros le système réglementaire français en accord avec les normes européennes. On n'a pas été plus loin. Bon. Donc je pense que c'est extrêmement important. Et il y a trois volets que je voudrais indiquer dans ce paquet. Bon, on peut revenir après plus dans le détail, mais là on parcourt que quelques mots. Le premier, c'est le prix du carbone, hein, qui est bien développé dans le bouquin avec deux mots, taxe carbone et quota. Bon. Moi, je voulais vous montrer un truc, hein, quand même. Ça, c'est le prix du CO2. Hein, le prix de la tonne de CO2 échangé sur le système européen des quotas depuis l'origine, hein, c'est-à-dire depuis 2005. Et c'est le prix comptant. Sur les prix à terme, c'est pas différent, hein, mais c'est plus commode de prendre le prix comptant parce que vous n'avez pas des ruptures liées au calendrier. Bon, vous voyez que ce marché, il n'a pas toujours délivré des prix très élevés parce qu'il n'y avait pas beaucoup de contraintes. Je vous donne notamment l'objectif. Hein. L'objectif de moins 20% en 2020, il est atteint en 2013. Pas besoin d'un système de quotas hein, pour atteindre un objectif qui est déjà bon. Et puis, là, vous avez une réforme sur le fonctionnement du marché sur lequel je ne vais pas rentrer en détail, enfin, sauf si ça vous intéresse après, avec la fameuse réserve de stabilité. Enfin, en gros, là, on retire des quotas sans le dire. C'est du système. Donc, un marché de quotas, c'est très simple. Hein. Vous mettez de la rareté, le prix augmente. Vous mettez du laxisme, le prix baisse. Hein. C'est élémentaire. Ma grand-mère, avec ses pots de confiture, comprenait parfaitement cette logique. Alors, là, vous avez la décision que je disais tout à l'heure, décembre 2020. Hein, les chefs d'État décident de passer à moins 55%. Et bien voilà les résultats sur le prix du quota. Là, le dernier point connu est janvier. C'est pas que je n'ai pas la suite, mais bon, j'aurais peut-être pu, mais bon, je voulais pas. Depuis, on a un petit peu baissé, notamment ces dernières semaines, on a un tout petit peu baissé, à la fois pour des raisons objectives, hein, c'est-à-dire que la hausse du prix, on ne parle pas du prix du charbon. La hausse du prix du charbon utilisé en Europe est massive. Ce qui est inquiétant, c'est-à-dire qu'on en demande. Mais aujourd'hui, la hausse du prix du charbon est massive. Les perspectives de récession sont plus que dans les tuyaux. Hein. Donc vous avez des conditions objectives hein, pour baisser le prix. Plus inquiétant, on commence à avoir avec la crise énergétique et la crise en Ukraine, un certain nombre de pays, notamment la Pologne, pour ne pas la citer, mais elle n'est pas la seule, bon, je ne parle pas de la Hongrie, qui commence à faire des propositions. Ben, si on suspendait ou si on réduisait le fonctionnement du marché des quotas pour raison de crise à court terme. Donc voilà, si vous voulez, le point. À mes yeux, le volet le plus important du Fit for 55, c'est les changements dans le système d'échange de quotas en Europe. 1. On a un vrai prix, parce qu'on met de la vraie rareté, de la vraie contrainte. 2. On projette d'élargir ce marché. Malheureusement, le projet d'élargissement de la Commission a été un peu édulcoré par les débats du Parlement, mais quand même, hein, l'intégralité des transports maritimes et aériens vont rentrer, entrant, sortant en Europe, évidemment, vont rentrer dans le système. Et puis, élargissement vers le transport et les bâtiments, en excluant pour de mauvaises raisons, tout ce qui est directement lié à l'usage des ménages. On ne mettra que les bâtiments professionnels ou les véhicules qui ne sont pas utilisés par des ménages. La frontière entre les deux ne va pas être facile à trouver concrètement. Mais bon, ça c'est un autre problème. Bon. Et puis troisième point, le fameux projet de suppression des allocations gratuites couplé à une taxe à la frontière. Enfin, une taxe, prélèvement variable à la frontière. Ce point est très important. À l'heure actuelle, la sidérurgie, le ciment,
la chimie, production de verre, etc., reçoivent la plus grosse subvention aux énergies fossiles qu'on puisse imaginer, avec des allocations gratuites de CO2. Se prendre un prix du quota à 90 €, hein, ça vous fait des subventions qui dépassent les 15 milliards d'euros. On n'est pas sur, là encore, l'épaisseur du papier. C'est ça qui est amusant quand on s'occupe de taxes ou de finances ou de systèmes de quotas. Très vite, hein, les montants sont astronomiques. Je me suis rendu compte quand j'avais, je fais une petite parenthèse, hein, quand j'avais la fiscalité écologique, j'ai très vite intéressé le ministre des Finances, qui à l'époque était, enfin pas au début c'était Cahuzac, mais après c'était Cazeneuve, hein, parce qu'il y avait 6 milliards à la clé, hein, si vous voulez. Vous discutez un machin, derrière le gars qui gère, il voit qu'il y a 6 milliards possibles, hein, donc il est pour, même s'il n'est pas spécialement écolo par ailleurs. Bon. Alors, je reviens à mon point, hein. Ce troisième volet, prélèvement variable à l'importation et suppression des allocations gratuites, est un point très important parce que ça veut dire que le signal prix va toucher maintenant l'industrie européenne. Bon. C'est bizarre. Arcelor, qui depuis 15 ans nous explique qu'il n'y a rien à faire sur la production d'acier primaire, la production d'acier primaire dans le monde, c'est la première source d'origine industrielle de CO2. Parce qu'on utilise le charbon à la fois comme combustible et comme agent réducteur du minerai. Donc les deux premières installations qui émettent du CO2 en France, c'est Fos et Dunkerque. Je me souviens, j'avais eu l'outrecuidance de dire ça à Delbar, à Dunkerque, aux assises de l'énergie. Il m'a dit, surtout tu ne le dis pas à la tribune. Mais c'est comme ça. Bon. C'est bizarre. Le prix du CO2 passe à 80 € et on parle de suppression des allocations gratuites. Arcelor vous sort de ces cartons des projets de fabrication d'acier primaire décarboné avec de l'hydrogène. Vous voyez comment ça marche, hein, les incitations économiques. Et aujourd'hui, en Suède, puisque les Suédois sont en général plus anticipateurs que nous, vous avez un pilote industriel avec 3 grands acteurs pour produire de l'acier primaire décarboné, avec d'un côté de l'électricité verte, de l'hydrogène, qui est utilisé à la fois comme agent réducteur, et c'est la réduction directe par hydrogène. Donc, vous voyez que pour avoir une dose d'optimisme, hein, dans ces choses qu'on passe ça, quand on donne les bonnes incitations, on est capable de faire des choses importantes. Pour moi, la question de la décarbonation de l'industrie lourde est majeure. C'est majeur dans le monde, hein, parce que on ne va pas développer l'Afrique et l'Asie du Sud, hein, sans acier, non, il ne faut pas raconter d'histoire. Hein. Les gens, ils n'ont pas envie de continuer à habiter dans des huttes, si vous voulez. Et donc, soit on fournira de l'acier primaire, et on ne peut pas faire du recyclage, puisque là-bas, il y a très peu d'acier. Donc, il faut évidemment installer les outils industriels là-bas, et pas ici. Vous voyez, bon. Donc, si on veut vraiment pouvoir avoir une logique de développement qui se couple à de la décarbonation, mais il faut avoir ces technologies, et notamment dans l'industrie lourde, pas uniquement dans la production d'électricité. Bon. Donc voilà le premier point. Deuxième point, je vais aller un peu plus vite. Il y a un truc qui est passé totalement inaperçu. Je ne sais pas si c'est volontaire ou si c'est un peu de l'acte. Si je faisais de la psychanalyse, hein, je dirais que c'est probablement un acte manqué. C'est un machin qu'on ne veut pas voir. Hein. Il y a dans le projet de réglementation quelque chose qui concerne la forêt et les émissions hors CO2 de l'agriculture, qui vous dit 2035, neutralité du système forêt-agriculture. C'est-à-dire qu'en 2035, en Europe, il faudra que nos forêts capturent l'intégralité des émissions de méthane et de protoxyde d'azote du système agricole. C'est un enjeu majeur. Et on n'est pas du tout bien parti. Parce que si vous regardez la capacité d'absorption du CO2 en France, par les forêts, vous voyez que le point maximum a été atteint au milieu des années 2000. On absorbait à peu près 40 millions de tonnes de CO2. Dernier inventaire, 2021, on ne stocke plus qu'un peu plus de 10 millions de tonnes. Donc on a baissé la capacité de stockage des forêts, et ce n'est pas ce qui s'est passé cet été qui va améliorer les choses. Et l'incendie n'est que la partie la plus visible de la chose. Qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque vous avez un stress hydrique sur des massifs forestiers, la croissance des arbres est affectée. Tout le massif, pas uniquement ce qui brûle. Hein. Et ce ralentissement de la croissance réduit la capacité de stockage du CO2. Bon. Voilà, donc ça c'est un point très important. Je dirais 2 mots encore en conclusion sur le carbone vivant de l'agriculture de la forêt. D'abord, tu l'as rappelé, une partie de ma carrière a été dans ce secteur-là, et je pense que ça va être le carbone vivant va être je pense le volet le plus stratégique et le plus complexe, hein, dans les transitions qui sont devant nous. Dernier point, bon quand même, hein, pour vous, je l'ai mis, et bon, il y a cette espèce
de directive européenne de taxonomie. Bon, c'est horriblement compliqué, mais en tout cas ça se met en place et je pense qu'effectivement ça va être une façon un peu d'essayer de rediriger les flux financiers. Bon, si vous me demandez mon avis, je pense qu'il est parfaitement inutile de faire cette taxonomie. Il faudrait beaucoup mieux calculer correctement les tonnes de CO2, les tonnes de méthane, les tonnes de protoxyde d'azote qui sont liées à vos portefeuilles et ensuite vous mettez le bon prix. Si vous voyez tout de suite que... Mais bon, c'est quand même le signe qu'il va se passer quelque chose dans le système. Je dis 2 mots quand même sur la France. Bon, parce qu'il faut, hein. Bon, alors d'abord, il y a un terme que j'ai repris, c'est le terme SNBC, Stratégie Nationale Bas Carbone. Bon. C'est notre feuille de route climatique en France, hein, faut le savoir. Cette feuille de route, ben, on est politiquement correct, hein, donc on vise la neutralité carbone, la neutralité climat, pardon, en 2050, hein, comme tout le monde. Par parenthèse, il y en a qui font un peu mieux, hein. Parce que la Suède, c'est au plus tard en 2045, hein, et l'Allemagne, c'est 2045. Bon. Mais bon, nous, on est dans la ligne du parti, donc et puis ensuite on décline par des objectifs intermédiaires à travers des budgets carbone, hein, qu'on a un tout petit peu dépassés, hein, au début du quinquennat précédent. Donc il y a eu l'affaire du siècle. Vous vous souvenez de l'affaire du siècle, hein, la justice climatique. Hein, on a poursuivi l'État français pour inaction climatique et ça a marché, puisque d'abord le tribunal administratif de Paris, puis comment ça s'appelle, pas la Cour des comptes, mais le Conseil d'État, a effectivement enjoint le gouvernement français de faire ce qu'il a dit qu'il ferait. Il avait dit de diminuer, je ne sais plus les chiffres exacts, de ramener... Bon. C'est un mouvement général, hein, sur la justice climatique, hein, qui est bien décrit dans le bouquin. Les procès les plus importants, ils ont eu lieu quand même aux Pays-Bas, hein, en Allemagne aussi, hein, course de Karlsruhe, hein, qui dit au gouvernement allemand, attention, ton plan climat, là, il n'est pas correct. Pourquoi? Parce que, si je reprends la métaphore avec Baptiste, hein, tu demandes trop à Baptiste après 2050. C'est notre génération qui doit faire. Faut pas faire porter la charge trop lourde sur les générations. Donc ça va devenir une espèce de jurisprudence, hein, je pense, hein, au moins en Europe. Hein. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que la SNBC, encore aujourd'hui, elle est calée sur l'objectif de moins 40%. Et moins 40%, on y va, hein, c'est la tendance. Hein. On n'est pas calé sur moins 55%. Je parle des émissions brutes. Et pour passer de moins 40 à moins 55%, croyez-moi, ça va être rapide, hein, parce que on est en fin 2022, donc déjà 2023, il faut le faire sur 7 ans, hein, il ne faut pas le faire sur 10 ans. Et je ne suis pas sûr qu'en 2023, on est déjà tout recalé, puisque dans le système institutionnel, hein, la nouvelle stratégie nationale bas carbone, qui sera faite dans le cadre d'une grande loi au plus tard en juillet 2023, qui aura à la fois la PPI, hein, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Bon, tout ça, c'est un peu lourdingue à manier. Donc, il faut aller vite. Heureusement, on a le prix du carbone, hein, qui va accélérer les choses, mais bon. On n'est pas dans les clous, et si vous regardez les émissions brutes, là, je vous ai mis, hein, ça c'est l'inventaire national des émissions de gaz à effet de serre. Je trouve ça absolument dommage qu'on ne parle pas plus des chiffres de l'inventaire national. Hein. Qu'est-ce qui mesure nos progrès ou nos non-progrès sur les émissions de gaz à effet de serre? Ben, c'est l'inventaire national. Bon. Donc là, je vous ai mis deux courbes. Hein, les émissions du transport domestique. Hein, j'ai pas mis l'avion et le bateau, parce que si je mets l'avion et le bateau international, j'ai pas ça, ça continue un peu. Et puis j'ai mis les émissions nationales hors transport. Donc vous voyez que les émissions nationales hors transport, on est dans un tempo quand même qui s'est clairement modifié à partir de 2005, et on est sur une tendance assez forte de baisse. Bon, je dis pas que c'est quand même moins mal parti. Sur le transport domestique, on est quand même, ça représente maintenant pratiquement un tiers de nos émissions, plus si j'ajoute le transport international, et les leviers pour le faire, c'est pas du tout évident. Si vous voulez. Donc voilà un peu, si vous voulez, le premier point. Deuxième point,
construire une économie de la sobriété. Bon, alors c'est un peu plus compliqué qu'il faut choisir entre deux voies. Hein. La voie de droite, elle est toute verte, la voie de gauche, elle est toute grise. Mais je pense que la question de la sobriété, qui se repose dans une optique de court terme, hein, avec la crise énergétique et la guerre en Ukraine, il faut la poser pas du tout dans une optique de court terme, mais dans une optique de moyen et long terme. Donc je suis à la fois content et pas content de ce qui se passe, si vous voulez. Enfin, de toute façon, on ne demande pas mon avis. Mais c'est bien de régler le thermomètre à 19 degrés pendant l'hiver. Il faudrait probablement même le régler un peu en dessous. Je ne sais pas comment. Non, là, c'est pas encore ouvert quand même. Mais bon. Mais il y a des questions majeures derrière qu'on oublie de dire. Hein. Ok, régler le thermomètre à 19 degrés, mais pour combien de mètres carrés? Pour 150 mètres carrés, pour des ménages à 1 ou 2 personnes dans le 16e arrondissement, ou pour des personnes qui sont à 10-12 dans 15 mètres carrés dans le 20e arrondissement ou en banlieue. Moi j'habite la banlieue. Vous voyez, donc derrière la question de la sobriété, il y a des questions d'équité, évidemment, des questions de justice. Bon. Donc je trouve que au-delà de cette précipitation sur la sobriété, la question se pose sur les modèles économiques et sociaux d'une économie sobre. Et ça, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire parce qu'on ne l'a jamais fait, si vous voulez. On n'a fait que de la sobriété de crise. Hein. C'est sûr qu'avec le prix du gaz et l'électricité, si vous ne mettez pas les comment on appelle ça, comment ils appellent ça pour empêcher les prix, là, bouclier. Oui, le bouclier, si vous ne mettez pas le bouclier, vous allez faire de la sobriété contrainte. Hein, bon. Mais oui, la question, c'est vraiment comment est-ce que je construis des modèles économiques et des modèles sociaux de sobriété acceptés. Pour moi, c'est une question fondamentale. Et elle est très passionnante pour les économistes. Et pour les entreprises aussi. J'ai eu des contacts avec les entreprises, c'est très intéressant. Vous avez un modèle qui est basé en gros sur un mode de consumérisme, hein, donc il faut vendre toujours plus, et puis vous dites, non, là, si je veux faire de la sobriété, c'est l'économie des usages, c'est l'économie de la durabilité des produits, c'est l'économie de recyclage, enfin, c'est plein de questions. Et est-ce qu'on peut faire des modèles économiques qui fonctionnent? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut gagner l'argent avec? C'est ça qui est... Et puis, évidemment, derrière ça, il y a une très grande question sociale. On n'arrivera pas à avancer sérieusement au rythme auquel on nous demande si on n'est pas capable de trouver des méthodes d'action qui sont socialement acceptables et socialement attractives. C'est vrai en France, c'est vrai en Europe, c'est encore plus vrai si vous regardez le monde entier. Voilà. Bon, et puis les nouvelles dynamiques territoriales, on a en France un truc qui s'appelle le zéro artificialisation nette, qui est un machin... moi j'ai animé un séminaire, il y avait tous les directeurs... des services des métropoles, je peux vous dire que quand ils voient arriver ça, oh mon Dieu, comment je vais faire? Bon. Ce truc-là est important parce que on voit bien que il y a un vrai problème qui est la périurbanisation. Mais quelle est la première forme d'artificialisation des sols et des terres? C'est l'agriculture. Donc on n'a pas correctement traité la question agricole dans la question de l'artificialisation. Donc je pense qu'il va falloir réfléchir au-delà de ce zéro artificialisation net, hein, c'est quoi les dynamiques territoriales qu'on veut, et il y a un point essentiel qui rejoint le carbone vivant, c'est comment est-ce qu'on va faire pour les systèmes agricoles et forestiers. Et là, c'est beaucoup plus compliqué que de sortir les énergies fossiles du dispositif. Encore 2 slides peut-être, les 2 derniers mots. Tu avais dit tout à l'heure, dans les mots, il y a aussi des binômes. Hein. Il y a adaptation, atténuation du réchauffement climatique. Là, c'est juste pour vous présenter le terme adaptation. Hein, c'est quoi? Pourquoi? Alors, dans notre langage, c'est un très mauvais mot du réchauffement. C'est pas une adaptation à proprement parler. C'est comment est-ce qu'on anticipe et comment est-ce qu'on essaye de réduire les impacts négatifs? Comment est-ce qu'on accroît notre résilience par rapport aux impacts du réchauffement climatique? C'est ça, l'adaptation au réchauffement climatique. C'est le parent pauvre des politiques publiques. Pas uniquement en France. Hein. C'est le parent pauvre des politiques publiques en France, en Europe. Chaque fois on dit bien il y a une stratégie nationale, une stratégie européenne d'adaptation. Quand vous grattez un peu, si vous voulez, il n'y a pas grand-chose dedans. Et c'est également vrai au niveau de Kyoto, des accords de Paris. Dans les accords de Paris, on parle essentiellement des questions de réduction des émissions de gaz à effet de serre et pas assez d'adaptation. Je pense que c'est un tort parce que si on veut sortir un peu des cercles d'experts, hein, de technocratie, et si vous voulez que la question du réchauffement climatique impacte un peu la société, ben, il faut parler de l'adaptation, évidemment.
Et c'est notamment vrai pour un secteur, c'est le secteur agricole, et donc je voudrais juste parler de... Alors ça tombe bien, parce que là, vous voyez, vous avez notre première ministre, hein, le 11 août à Ostens, hein, c'est pas la peine de faire beaucoup de commentaires là-dessus, hein, mais vous voyez que derrière ça, c'est la question de comment est-ce qu'on va gérer ce carbone vivant, ce secteur agricole, alimentaire. Ça pose la question de la sécurité alimentaire dans le monde, évidemment. Est-ce que les modèles bas carbone, ou enfin plus exactement bas méthane, vont permettre d'assurer la subsistance à 8 milliards de personnes? Moi, je suis un militant de l'agroécologie. Je suis militant parce qu'effectivement, j'appartiens à une ONG qui s'appelle AgriSud International. On essaie de développer de l'agroécologie dans les pays du Sud. Donc, il n'y a pas un acte de foi. Parce que, je peux vous dire, en ce moment, sur nos projets à Ouarzazate, 3e année consécutive, là-bas, c'est zéro pluviométrie. Donc, on a beau dire que l'agroécologie, que ça accroît la résilience, on ne sait pas si on va passer l'hiver. Si la flotte n'arrive pas concrètement, probablement arrêter les... Bon, donc c'est quand même très compliqué. Mais fondamentalement, dans le système agricole et la production alimentaire, quand on fait de l'adaptation aux impacts du réchauffement climatique, qu'est-ce qu'on fait? On construit des systèmes agricoles qui sont plus résilients, c'est-à-dire que généralement ils sont moins spécialisés. L'hyperspécialisation agricole est un facteur incroyable de fragilité. On met des systèmes qui sont beaucoup plus construits sur les interactions entre le capital vivant. Joël Séché pourra vous expliquer comment est-ce qu'il a fait à changer, il a fait un truc formidable à changer sur la biodiversité, sur des décharges. Hein, bon, mais bon. Et on s'aperçoit que ces méthodes de production agricole qui sont plus résilientes par rapport aux impacts du réchauffement climatique, ce sont aussi celles qui réduisent les émissions de méthane et de protoxyde d'azote. Donc en agriculture, adaptation et atténuation du réchauffement climatique, ça fonctionne ensemble. Et quand vous allez parler à des publics agricoles, ce qui m'arrive de plus en plus souvent, enfin je ne réponds pas à toutes les sollicitations, mais en ce moment, on voit bien en ce moment la question climatique, elle percute toute la société. Bon, le secteur agricole est en pleine percussion. Si moi j'arrive, je ne sais pas, moi, mettons à Châteauroux par exemple, Châteauroux c'est compliqué parce que c'est une zone un peu intermédiaire, c'est plus vraiment la Beauce, mais c'est pas encore le Limousin. Bon, si vous commencez à dire aux agriculteurs, les gars, il faut réduire vos émissions, vous ne savez pas du tout travailler le sol, ça fait 20 ans que vous trouvez, évidemment vous allez vous faire sortir de la salle si vous voulez. Et c'est un peu comme ça que les écolos-bobos du 5e arrondissement réfléchissent à l'agriculture, si vous voulez. Bon. Mais si vous partez de, c'est quoi vos impacts? Qu'est-ce qui s'est passé l'été dernier? Regardez le Canada. Dôme de chaleur, hein, pic de chaleur, 46 degrés en bas des Rocheuses, production de blé, moins 40%. Le déficit de production canadien de blé consécutif à la sécheresse, c'est l'intégralité d'un an d'exportation de grains de l'Ukraine. Vous voyez combien on est dans des problématiques extrêmement importantes. Mais il faut partir de la question de l'adaptation. C'est pareil pour les citoyens. Si vous voulez motiver les citoyens, c'est pas la peine de commencer par dire vous allez vous serrer la ceinture, jeune homme. Hein, bon, non, bon, peut-être qu'il faut partir de la question d'adaptation et ensuite arriver à l'atténuation. Dernière slide, quand même, et non des moindres. Abondance, rareté. Alors, j'ai eu beaucoup de plaisir à entendre notre président parler de la fin de la... Oui, c'est de l'abondance. Bon, je ne pense pas qu'il a eu le bouquin, si vous voulez, mais bon, des fois on se met à fantasmer, hein, oui, il a eu le bouquin. Parce que c'est dedans, hein, abondance, rareté. Hein, c'est le premier mot hein, de les implications économiques. Sans faire de la haute philosophie, moi je pense que la façon dont j'ai appris et enseigné l'économie pendant la première partie de ma carrière, c'est-à-dire jusqu'en 2002-2003, était basée sur une représentation assez simple hein, du système naturel. Il y avait un problème de ressources naturelles rares. Et on avait peur d'altérer la croissance parce que on allait épuiser ces ressources naturelles, soit parce qu'on allait vider les stocks, soit parce qu'on allait faire de la pollution. Et puis de l'autre côté, vous aviez le progrès économique avec l'abondance. Et si vous êtes un économiste purement néoclassique, hein, c'est un économiste à la Jean-Tirole, par exemple, que par ailleurs j'apprécie beaucoup, hein, c'est l'abondance des biens privés, hein, l'abondance de la consommation, hein, qui est le reflet de l'accroissement de la croissance. Alors après, quand même, il y a des questions de répartition, c'est pas exactement le bien-être, hein, la théorie du bien-être est un peu différente, parce qu'on met des externalités. Mais c'est en gros ça l'économie que j'ai apprise. Hein.
le milieu naturel, c'est une somme d'emmerdes parce que vous avez de la rareté de ressources et vous risquez d'altérer cette rareté, donc il faut toujours contrer le mur de la rareté. Bon, le climat. Le problème, c'est la surabondance, évidemment, du pétrole, du charbon et du gaz, hein, qui sont beaucoup trop importants par rapport à la capacité du système climatique, par rapport à la capacité de régulation naturelle qu'est le climat. Dans le tic-tac de l'orage climatique, j'avais fait le calcul, hein, ça m'a fait marrer parce que j'ai lu ça lundi. Lundi, j'ai lu dans toute la presse que pour la première fois, on avait calculé l'équivalent CO2 de toutes les réserves de charbon, de pétrole et de gaz. Il faut qu'à lire le tic-tac de l'orage climatique, c'était dedans. Hein, et effectivement, on retrouve à peu près les mêmes chiffres. Hein, c'est-à-dire qu'il y a environ 7 fois trop de CO2 incorporé dans les réserves exploitables de charbon, de pétrole et de gaz dans le monde par rapport à un scénario qui qui limite le réchauffement à 2 degrés. Donc le réchauffement climatique, ça nous oblige à rationner, à ne pas dépasser certaines frontières. Pareil sur la biodiversité, hein, fondamentalement, qu'est-ce qui fait la capacité d'absorption des puits de carbone? C'est la biodiversité. Si vous restreignez la biodiversité, hein, comme par exemple vous faites de la monoculture ou lorsque vous coupez des arbres, vous détruisez vous altérez la biodiversité, vous altérez la fonction de captation du CO2. Idem dans l'océan. Donc on a un certain nombre de systèmes de régulation globale, le climat, la biodiversité, il y en a d'autres. Et ça, c'est ce qu'on appelle les frontières planétaires à ne pas dépasser. Et si on ne met pas aujourd'hui nos modèles économiques et si on ne met pas dans le raisonnement économique cette notion de planète, de frontières planétaires, je pense qu'on passe à côté de l'essentiel. Donc on ne peut plus enseigner l'économie comme hier, hein, avec de la rareté des ressources naturelles et l'abondance comme le critère de réussite. Bon. Donc là, vous voyez, c'est en rouge, c'est ce que j'appelle l'atténuation. Mais si on voit que ce côté-là des choses, on se dit, ok, alors à quoi sert l'économie L'autre problème, c'est qu'on n'a pas que le plafond, il y a aussi des planchers. C'est-à-dire qu'il faut nourrir, habiller, vêtir, soigner, enfin toutes les fonctions de base hein, des populations qui, dans le monde, dépassent 8 milliards. Enfin, atteignent 8 milliards, pardon. Hein, et ça, c'est ce qu'on appelle les planchers ou les fondements socio-économiques. Et donc, il faut bien que notre économie soit suffisamment productive pour fournir les biens et services dont on a besoin. Et donc, cette modélisation du plafond écologique et du plancher économique et social, elle a été faite par... vous aurez tous ces slides hein, sur... ah ouais, c'est gentil, ouais. Mais sinon, vous aurez tous les slides, ils seront en libre accès sur mon site très bientôt, sinon tu pourras leur donner. Hein. Donc c'est modélisé par un bouquin d'économie que j'ai beaucoup aimé, écrit, mais je ne la connais pas bien, il s'appelle Kate Raworth, hein, qui s'appelle La théorie du donut. Enfin, c'est Donut Theory, hein, donut, hein, c'est le beignet creux hein, qu'on trouve dans tous les coins à New York. Hein. Et donc vous voyez que, au fond, ce qui se passe sur le climat, c'est représentatif de cette nouvelle façon de penser l'économie. Hein. Il ne faut pas dépasser certaines frontières planétaires. Et puis, il faut quand même produire efficacement et redistribuer efficacement pour être au bon niveau sur la production et la distribution des biens et services utiles socialement. J'aime beaucoup cette figure. Alors Kate Raworth, elle a le malheur, si vous voulez, enfin pas le malheur ou le bonheur, je ne sais pas, comme elle ne fait pas d'article académique, elle n'est pas reconnue parmi les économistes académiques, voyez-vous. Son bouquin s'est vendu à je ne sais pas combien de milliers d'exemplaires, mais bon, elle ne fait pas des papiers dans The Financial Theory, donc bon, elle n'est pas reconnue dans le monde académique. Bon. Mais moi, comme je suis un académique un peu perdu dans le monde académique, ben, j'utilise beaucoup son bouquin pour mon enseignement. Alors, voilà, on arrive au bout de la présentation, j'espère que je n'ai pas été trop long, un peu quand même. Vous avez invité un expert. Certains experts vous disent qu'il serait déjà trop tard pour sauver la planète, du coup, ouf, hein, moi je peux continuer avec ma voiture, lui avec son tracteur, l'autre avec son avion, non. Bon, s'il y a un message qui pense être important, c'est « il n'est pas trop tard ». Merci de votre attention. Merci Christian.
c'est une présentation enfin, qui me paraît extrêmement importante pour bien sédimenter nos connaissances et nos interprétations parfois un peu rapides du vocabulaire. Donc je trouve que c'est un reset de connaissances tout à fait précieux pour tous. Une première question de ma part. Tu es passé très vite sur la taxonomie, dont je m'étais presque étonné moi-même que ça ne figure pas dans les mots, dans les 30 mots importants du moment en tout cas. Mais c'est un prisme financier, parce que les financiers passent beaucoup d'énergie, beaucoup de temps à réfléchir sur ces histoires de normes, réfléchir sur l'action de l'EFRAG versus l'ISSB, enfin toutes sortes de choses qui préoccupent et qui nous font dire que la finance est quand même en marche pour essayer de contribuer sous l'impulsion de l'Europe et d'autres, mais pour essayer de jouer un jeu quand même positif sur cette évolution. Et tu es passé un peu vite et avec un discours sur la taxonomie qui est un peu prudent. Est-ce qu'on y met trop de rêves, trop de fantasmes, trop de choses dans cet effort collectif qui est quand même bien lancé chez les financiers? Est-ce qu'ils s'illusionnent un peu sur ce travail autour de cette taxonomie qui est aussi une question de vocabulaire? Bon, alors, il se trouve que ce soir, je suis invité par le club des jeunes financiers à un débat sur la taxonomie. Bon, j'espère que j'en sortirai vivant. Bon, pour prendre un tout petit peu de recul, hein, dans les instruments économiques, vous avez ce qu'on appelle les instruments informationnels, ensuite vous avez des instruments réglementaires, ensuite des instruments économiques. L'instrument économique, c'est en gros le maniement des taxes ou des systèmes de quotas qui vont donner une certaine valeur à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, soit en les taxant, soit éventuellement en finançant des crédits. C'est basé sur la valeur de la tonne de CO2 qui part dans l'atmosphère, ou la tonne d'équivalent CO2. Vous avez des instruments réglementaires, et puis vous avez des instruments informationnels. Évidemment, ces instruments informationnels sont importants, parce que s'il n'y a pas un langage commun, une connaissance commune de ce qui émet, de ce qui n'émet pas, de ce qui permet de s'adapter, de ne pas s'adapter au changement climatique, c'est compliqué. Donc, par exemple, dans le monde réel, aujourd'hui, vous ne pouvez pas acheter un logement sans avoir maintenant une étiquette énergie. Une diagnostic. Je trouve que j'ai dirigé une très très bonne thèse sur cette question. Premier truc qui serait important, hein, si vous voulez, pour faire des bons diagnostics, ça serait d'avoir une mesure réelle. Pas une mesure indirecte qui est faite par un consultant missionné. Bon. Alors, il se trouve que j'ai fait chez moi un diagnostic, hein, parce que moi j'ai une famille nombreuse, donc j'avais une grande maison, puis un petit pavillon, une petite annexe dans le jardin. Quand mes enfants sont sortis, j'ai vendu la petite maison, donc je vais faire mon diagnostic énergie. Et franchement, c'est du n'importe quoi qu'il a fait. Alors, c'est très important donc d'avoir de bons instruments informationnels. Ça, dans la finance, bon. Alors, la finance, je pense effectivement, commence à se rendre compte qu'on ne peut pas passer à côté, ça c'est sûr. Mais moi j'ai été, je vais vous le dire de façon courtoise, mais néanmoins pas forcément agréable. Je pense que la finance, c'est auto-attribuer des espèces d'instruments informationnels pas du tout crédibles. C'était les green bonds, les climate bonds, etc. Bon, moi j'ai été sollicité très souvent, notamment par les gens qui ont monté le système des climate bonds, hein, c'était, je pense, en 2013-2014, mais je ne suis jamais rentré là-dedans, c'est parce que je trouve que ce n'est pas crédible. Et de l'autre côté, quand vous regardez, par exemple, sur le développement des énergies renouvelables, qu'est-ce qui prend les risques et qu'est-ce qui met les pépettes? C'est pas le système financier, du moins dans son ensemble. Hein. Les risques, ils ont été intégralement pris par les États qui ont mis des prix garantis sur les énergies renouvelables. Hein, et il y a quelques financiers intrépides qui sont lancés là-dedans, mais généralement, c'était pas des... Excusez-moi, monsieur, c'était pas la Société Générale ou la BNP Paribas. Hein. Bon. Voilà. Bon. Donc je pense que ça, c'est la situation objective. Donc on a besoin de... Donc, la démarche qui a été lancée sur la taxonomie financière et d'essayer de constituer une grammaire commune, donc ça c'est bien. Bon. Alors, je descends un peu plus dans le détail. Cette idée de faire une taxonomie par secteur d'activité est un vrai problème.
Parce que ce qui fait les émissions de CO2, de méthane ou de protoxyde d'azote, c'est pas le fait d'être dans un secteur d'activité ou un autre, c'est le couplage entre le secteur d'activité et les process de production. Et les progrès de décarbonation, ils doivent se faire à l'intérieur de chaque secteur d'activité en changeant les process de production. Et donc il y a une espèce d'incohérence à se dire que plus on va granulariser le truc en descendant à un niveau fin sur le système d'activité, on va avoir le bon outil tout simplement parce que même si vous êtes à un niveau très fin, avec, vous savez, après c'est la question des codes NAP et tout, hein, même si vous êtes à un niveau très fin, suivant le process que vous allez prendre, ben, vous allez émettre ou pas du CO2. Mais je prends l'exemple de l'acier que je connais bien parce que je sais pas pourquoi, enfin je sais pourquoi, la question de l'acier me travaille pas mal. Jusqu'à présent, c'est assez simple. Hein. En gros, vous aviez l'acier primaire et l'acier recyclé avec des fours à arc. Donc l'acier recyclé, on savait qu'il avait un contenu CO2 très inférieur à l'acier primaire. Bon. Ensuite, du coup, bah, après, il fallait savoir quel est le type d'électricité que vous mettez dans le four à arc. C'est déjà un peu compliqué, mais bon, ça se gère. Bon. Puis maintenant, on s'aperçoit que dans l'acier primaire, suivant les technologies que vous avez, vous pouvez être 0 carbone. Donc c'est ça. Moi je pense qu'il y a une très grande difficulté parce que ce qui fait les émissions de gaz à effet de serre, c'est pas le secteur d'activité dans lequel vous êtes, mais c'est le process que vous utilisez dans l'intérieur de votre secteur. Et très franchement, l'atmosphère, ce qui compte, c'est les tonnes d'équivalent CO2. Hein. L'atmosphère se fout complètement de savoir si telle proportion du chiffre d'affaires de telle entreprise est conforme à la taxonomie ou pas. Donc pour moi, c'est ça le problème. Bon. Est-ce qu'il y a une méthode alternative? Oui. Méthode alternative, j'en ai discuté avec un nombre de gens, y compris avec des responsables politiques. Méthode alternative, c'est de calculer correctement les tonnes d'équivalent CO2 qui sont liées à chaque activité. Et ensuite, si vous avez un portefeuille, sous un portefeuille d'actifs, un portefeuille de crédit, vous allez mettre un prix à ces tonnes. Et vous allez voir que, suivant que vous mettez un prix à 10, à 20, ou à 50, ou à 100, ou à 1000, hein, puisque j'ai fait un papier dans les Échos, hein, j'ai calculé l'équivalent CO2 pour la demande électrique, hein, des prix de l'électricité, enfin du gaz et du charbon pour l'électricité. Hein. Ça fait à peu près comme si on avait mis en place une taxe carbone de 1000 € la tonne, hein, les prix astronomiques de l'électricité aujourd'hui. Bon, moi je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Mais c'est sûr qu'on ne va pas le faire maintenant, si vous voulez. Je pense que c'est la bonne méthode pour le climat. Oui. Bon. Donc je trouve cet instrument imparfait. Bon. Alors ensuite, il y a quelques considérations politiques qui, à mon avis, ne vont pas dans le bon sens. C'est-à-dire que lorsqu'on fait un accord entre la France et l'Allemagne pour dire que, sous certaines conditions, le nucléaire c'est vert ou quasi vert à la taxonomie, et que le gaz c'est d'origine fossile, c'est quasi vert, franchement, on décrédibilise le système. On décrédibilise le système, pourquoi? Parce que, alors que, normalement, un bon instrument informationnel, c'est un instrument impartial, indépendant des lobbying politiques, là, on a vraiment un truc ahurissant. Donc, je suis désolé de vous dire que je ne suis pas un grand partisan de la taxonomie, même si c'est mieux que s'il n'y avait rien du tout. C'est mieux que rien. Hein, oui. Donc, c'est toujours... ça sert à rien d'avoir des critiques totalement destructives, parce que bon, oui, ça sert à rien, moi. C'est un peu comme le truc, si ça sert à rien, ben, ouf, hein, du coup, il n'y a qu'à rien faire. C'est un progrès en ce sens que ça oblige tous les gens qui sont dans le secteur à réfléchir à ce qu'ils font un truc. Mais je pense que l'instrument, il est un peu au démarrage imparfait, parce que c'est pas en allant plus fin dans les normes, dans les ventilations sectorielles qu'on va avoir le truc le meilleur sur des émissions. Et je pense que l'interférence politique qu'il y a eu en foutant le nucléaire et le gaz fossile dans la taxonomie pour des raisons politiques est vraiment très très néfaste. Même le nucléaire, qui n'est pas... oui, bah si. Non, alors... comment dire? On va peut-être pas rentrer... On peut rentrer dans un débat sur le nucléaire si vous le souhaitez. Je traite le nucléaire en un demi-paragraphe dans le bouquin.
Et le nucléaire, il est dans un de mes paragraphes, et il dit le nucléaire ne sera pas un élément majeur de la transition énergétique. Ce ne peut être qu'une force d'appoint. Si on raisonne en termes d'émissions de gaz à effet de serre, il n'y a aucun doute que le nucléaire réduit les émissions de gaz à effet de serre lorsqu'on substitue une centrale nucléaire à du charbon, à du gaz, et qu'on ne réduit pas les émissions de gaz à effet de serre si on substitue du nucléaire par du photovoltaïque ou du solaire, du photovoltaïque ou de l'éolien, pardon. Donc là, je suis parfaitement d'accord avec toi. Bon. Mais si la taxonomie était bonne, il n'y aurait pas eu besoin de le rajouter. Si la taxonomie était correcte sur le plan du critère, il n'y aurait pas besoin de le rajouter. Par ailleurs, je pense que pour d'autres raisons, moi, en schématique, pour le nucléaire, ma position est la suivante. Il faut investir beaucoup plus et beaucoup mieux dans le nucléaire existant. Alors, je disais ça déjà il y a un an, mais aujourd'hui, si vous voulez, pas de dessin, mais avec plus de la moitié des réacteurs qui sont à l'arrêt, bon, ça serait quand même mieux si EDF s'occupait de l'entretien de ces trucs. Ça n'intéresse pas du tout les ingénieurs. Les ingénieurs, eux, ils aiment mieux faire des trucs nouveaux que de faire des... Et ça, c'est fondamental. Je pense que se lancer dans un programme de nouveaux EPR est une erreur stratégique majeure. À la fois pour des raisons économiques, parce que à l'horizon de 2035-2040, je ne vois pas comment on peut imaginer un seul instant que le nucléaire, même si on compte tous les coûts liés à la gestion des réseaux pour les renouvelables, puisse être compétitif par rapport aux autres. Bon, et de ce point de vue-là, c'est la seule partie du rapport RTE sur la France qui me paraît être très faible, parce qu'ils ont projeté les coûts d'aujourd'hui dans 15 ans, alors qu'il y a des pentes de baisse énormes sur le renouvelable. Et à la fois pour des raisons climatiques, parce que si on veut être à moins 55% en 2030 et à moins 65% en 2035, le nouveau nucléaire ne nous sert à rien. Tout simplement, ça ne sert à rien. Sauf à mobiliser probablement des centaines de milliards, si on en fait 6, pour produire, si ça produit un jour, le kilowattheure le plus cher du monde. Y a-t-il des questions? Juste une précision, vous parlez de la France, là, j'imagine, et pas de pays qui n'auraient pas de nucléaire, puisque le nucléaire, la plupart de il y a 0 delta CO2, mais le nucléaire qui remplace du gaz, pardon, il y a un delta négatif, donc c'est vraiment plutôt pour la France, pas quand je comprends votre point de vue. Non, pas entièrement. Si vous voulez. Alors, il ne faut peut-être pas qu'on parle trop du nucléaire, parce que là, on est dans un truc très franco-français. Bon, ce que je vous ai dit, ça s'applique directement à la France, hein, et un peu à d'autres pays d'Europe. Hein. Je pense que, par exemple, le choix de l'Allemagne de sortir du nucléaire avant le charbon est une erreur stratégique. Il aurait valu mieux, en Allemagne, prendre l'ordre, je sors du charbon et je poursuis du nucléaire. C'est probablement ce qu'ils vont faire, à cause de la guerre en Ukraine. Après, il y a la question du nucléaire dans le monde, qui n'est pas forcément la filière EPR. Alors, bon, pour être un peu... je ne voudrais pas être polémique, hein, mais c'est difficile, sur le nucléaire, de parler... Vous avez deux pays qui développent fortement et misent beaucoup sur le nucléaire, ça s'appelle la Chine et la Russie. C'est les deux seuls pays au monde aujourd'hui qui ont des programmes de développement nucléaire conséquents. Pas vous dire que les formes d'organisation politique et de gestion du risque qu'il y a derrière me satisfassent totalement. Ensuite, vous avez... alors, est-ce qu'il va y avoir un renouveau nucléaire dans d'autres pays? Bon. Aux États-Unis, ça fait à peu près 20 ans qu'on nous promet un renouveau nucléaire. Bon, on n'a toujours pas vu. C'est vrai que vous avez des startups américaines maintenant qui misent sur les SMR, les Small Modular Reactors. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire un nucléaire plus flexible, plus efficace et moins coûteux, surtout? Parce que le coût du nucléaire est quand même très important. Hein. Bon. C'est possible, c'est probable même, surtout si on compare à l'EPR.
Est-ce qu'en matière de gestion des risques, c'est raisonnable? Là, j'avoue que je suis dans un domaine d'incompétence totale, mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde, on bloque un certain nombre de pays sur le nucléaire civil parce qu'on a peur qu'ils en fassent du militaire. Et le jour où vous aurez des small modular réacteurs un peu partout dans le monde, ce sera assez facile de prendre une partie, parce qu'en gros, il faut enrichir le combustible. Alors, vous l'enrichissez à 15%, vous pouvez faire de l'électricité. Vous l'enrichissez à 80%, vous pouvez faire une bombe. Autre question? Ça a cassé l'ambiance, hein. Oui, Jean-Christophe. Je reviens sur votre dernier slide, abondance et atténuation. Quelle est votre évaluation du coût que ça représente dans les deux cas, et quel est le chemin qui serait pertinent pour l'atteindre, puisqu'il faut des ressources qui viendront être du privé, du public? Comment vous voyez les choses? Merci. Bon, voilà une question qui va nous ramener à plus globalement sur le climat. Alors, premier point, je pense que dans l'action publique, il y a deux choses qui sont très importantes, sur lesquelles on ne porte pas suffisamment l'attention. La première, c'est ce que j'ai dit sur l'extraordinaire faiblesse des actions d'adaptation au réchauffement climatique, de construire la résilience des systèmes européens, des systèmes économiques au réchauffement climatique. Je pense que c'est très important. Et que c'est parfois coûteux, parfois pas, ça dépend des cas. Mais c'est très important parce que si on ne promeut pas des modèles économiques, des modèles financiers qui résistent aux impacts du réchauffement climatique, quelque part l'adhésion, et là c'est beaucoup plus cher que ce qu'on imagine aujourd'hui. Parce que c'est pas uniquement... alors c'est un coût qui est quoi? Vous avez un coût apparent qui est le coût, on va dire, le coût d'investissement physique, vous voyez, dans certains cas. Par exemple, je sais pas moi, je prends des exemples que je connais, des installations industrielles qu'on met dans des ports, il faut rehausser, donc vous avez un coût supplémentaire d'investissement parce que tout simplement, vous allez rehausser la fondation de quelques mètres. Ça coûte du coup, ça c'est... Et vous avez des coûts qui sont des coûts d'investissement intellectuel très importants. Là où les politiques d'adaptation sont urgentissimes, c'est tout ce qui touche le carbone vivant, la forêt. Il faut évidemment arrêter de planter des arbres qui reproduisent des essences qui reflètent le climat qu'il y avait il y a 40 ans. Donc il faut reconstruire des systèmes de plantation en fonction du climat qu'on pense qu'on aura dans 40 ans. Donc, bon, si on prend le seul pays au monde qui, je crois, a vraiment une politique d'adaptation très poussée, c'est les Pays-Bas. Pour des raisons évidentes. Eux, c'est pas d'hier qu'ils s'occupent de la remontée du niveau de la mer. Les Pays-Bas ont une stratégie nationale de défense de leur territoire par rapport à la montée du niveau de la mer, qui consiste à accepter que pratiquement 15% de la superficie du territoire actuel vont être remis dans des systèmes de SAS où vous aurez inondation. Vous utiliserez ça pour contrôler les digues, sinon le système ne tient pas. Donc vous renoncez, on n'est pas tous dans le cas des Pays-Bas, mais vous avez un investissement qui vous conduit à renoncer, évidemment on ne prend pas Rotterdam, mais on renonce à une partie de l'utilisation de son territoire pour lutter contre... Donc cette question-là est importante. Le deuxième point qui me paraît très important, c'est qui paye et qui reçoit. Et là, la question de la tarification du CO2 est très importante. Parce que, moi, je ne crois pas un seul instant que les États ont les moyens de tout financer. Et c'est le gros défaut du plan Biden sur le climat. Cet été, Biden a fait le plus gros plan qu'on n'a jamais fait sur le changement climatique. Bizarrement, il a appelé ça un plan de lutte contre l'inflation. Enfin, ça, c'est les Américains, c'est tout à fait incompréhensible leur truc. Bon, il l'a fait pour des raisons purement politiques. C'est-à-dire que, vous savez qu'il a passé son plan sans une voix républicaine. Et donc la dernière voix démocrate dont il avait besoin, c'est M. John Manchin, qui est sénateur de Géorgie.
deuxième producteur aux États-Unis de charbon. C'est pas la journée, c'est un État qui est le deuxième producteur. Donc pour obtenir la voix de son démocrate qui était très récalcitrant sur le plan climatique, il était obligé d'appeler son plan anti-inflation. Je ne sais pas combien de milliards, j'ai fait un papier là-dessus sur mon système interne. Le gros défaut du plan Biden, c'est qu'il n'a pas osé mettre en place la tarification CO2. Donc, avec un certain nombre de collègues américains avec lesquels je travaille, on pense que le plan Biden, il est assez hypothétique en termes de capacité de financement. Donc, qu'est-ce que vous faites lorsque vous mettez un bon prix du CO2? C'est tout simplement que une grande partie du financement, il va être fait par le client, parce que lorsque vous produisez une tonne d'acier avec 90 € la tonne de CO2, là, de l'acier fossile, c'est le gars qui va acheter les taux là, qui va payer. Vous voyez, et puis, in fine, c'est ensuite... Donc, je pense que la grande vertu de la tarification carbone, c'est effectivement qu'on ne demande pas à l'État de tout financer. Néanmoins, l'État va avoir un rôle très important parce qu'il va falloir qu'il redistribue le produit de cette taxe ou le produit des enchères. Donc le rôle de l'État, ça va être de redistribuer correctement le produit de la taxe ou le produit des enchères. Et on voit bien que si on veut élargir le système de tarification carbone pour toucher explicitement les ménages, il faut faire de la redistribution pour éviter une explosion sociale. On l'a vu avec les gilets jaunes. Alors je dis deux mots sur ce truc-là parce que j'ai quand même été directement mêlé à cette affaire au début. Je dis tout de suite que j'ai démissionné du comité fiscalité écologique en 2015 ou 2016 pour incompatibilité de fonctionnement avec la ministre de l'écologie de l'époque. Mais moi, dans les recommandations que j'avais faites au gouvernement, j'avais dit au moins un tiers du produit de la taxe carbone va aux ménages les moins favorisés, avec les 4 premiers déciles de revenus. Oui, monsieur, etc. Puis ils n'ont rien fait. Effectivement, dès que le prix de l'énergie a augmenté, le système a explosé parce qu'il n'y avait pas un mécanisme de redistribution derrière. Pour moi, le vrai enjeu politique de la tarification carbone, c'est pas uniquement de mettre en place des taxes ou des systèmes de quotas, c'est de comment je redistribue. Et c'est là où c'est absolument central pour l'Europe. Et c'est compliqué. Pourquoi? Pour une raison simple. Là, dans le système actuel, cette année, les enchères de quotas, je me souviens plus, je crois que ça va rapporter 40 milliards, un peu plus. 40 milliards d'euros, comme c'est pas sur des petits montants. Comment est-ce qu'on redistribue ça? Et l'Union européenne n'a pas mandat pour faire des redistributions sociales. Ça fait partie du domaine des prérogatives nationales. Le subsidiaire pour dire ça, je l'ai présenté. Bon. Donc c'est la raison pour laquelle on n'ose pas élargir le système au transport et aux habitations des ménages, parce qu'on ne sait pas redistribuer. Pour moi, c'est ça la question. À partir du moment où vous mettez avec un prix du CO2 à, mettons, prenons les chiffres ronds, vous mettez un prix du CO2 à 100 € la tonne, vous émettez en CO2 directement taxable à l'énergie en Europe à peu près 2 milliards. Vous faites le temps, vous avez 200 milliards de ressources. Vous faites quelque chose pour la forme. Pour moi, c'est ça la clé du truc. C'est de manier correctement la tarification carbone. Et du coup, il faut que les actions de l'État se concentrent sur là où les acteurs privés ne peuvent pas ou n'ont pas légitimité pour faire. C'est quoi? Recherche et développement. Bon, je ne suis pas tout à fait neutre en la matière, puisque étant effectivement moi-même chercheur, si vous voulez, je vois bien que mais le rôle de l'État, c'est important. La chaire économie climat que j'ai créée, elle est financée assez largement par une détaxe fiscale, le crédit pour recherche, qui finance quand même 60%, mine de rien. Pas rien. Alors, une partie des donateurs, ils passent pas par là parce que déjà, ils ont atteint le plafond. Enfin, quand même, bon, ça, je pense que la recherche et le développement, maintenant on s'y met, mais il faut absolument faire plus que et c'est l'argent public qui fait ça. Et les dépenses privées de R&D liées au climat, que ce soit la résilience, l'adaptation ou l'atténuation, elles sont quand même assez modestes. Il y a des progrès qui sont faits, et je crois que là où c'est le plus étonnant,
c'est sur la partie carbone vivant, sur les programmes de recherche de l'INRAE, qui est un bel institut de recherche, sont complètement différents d'il y a 10 ans. Il y a encore 10 ans, les programmes de recherche consistaient à voir comment est-ce que tu peux augmenter le rendement du blé. Maintenant, c'est fini. On est vraiment dans des programmes de recherche très différents. Donc ça c'est important. Les investissements en infrastructure. C'est pas le secteur privé, c'est pas les partenariats publics-privés, les machins, les mètres carrés et autres qui font les bonnes infrastructures publiques. On voit bien que dans les pays où on a été trop loin dans le désengagement de l'État, il y a un problème énorme d'infrastructures, y compris aux États-Unis. Donc il faut investir dans les infrastructures bas carbone. Je vous donne un exemple très concret. Le plan hydrogène. Plan hydrogène. On peut regarder l'histoire d'hydrogène récemment. Vous avez à peu près la moitié du plan hydrogène, c'est de l'aide à l'innovation technique. Très bien. Là, c'est le rôle de l'État, français ou européen, vous aider à l'innovation. Vous avez à peu près la moitié, c'est du soutien du prix de l'hydrogène vert qui est plus cher que l'hydrogène gris. Ça, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas le bon prix du carbone. Si vous mettez le prix du carbone à un niveau suffisamment élevé, quand vous produisez de l'hydrogène à partir des énergies fossiles, vous allez rapidement ne plus être rentable par rapport à l'hydrogène vert. Vous mettez le bon prix du carbone, l'État n'a plus besoin de mettre cet argent. Économie. Hein. Puis, vous avez un truc ahurissant dans le plan français, qu'il n'y a pas dans le plan allemand du reste, ni même dans le plan italien, c'est les infrastructures. Notre plan hydrogène, il travaille à la fois sur la production d'hydrogène vert, sur les utilisations de l'hydrogène, et il n'y a pas le maillon sur les infrastructures. Et ça va poser problème. À tel point que j'en discutais avec de très gros opérateurs potentiels sur la filière d'hydrogène demain. Vous savez, l'interconnexion du gaz là, entre l'Espagne et la France, ça m'intéresse, enfin, c'est un problème secondaire, savoir si on va faire passer du gaz naturel là-dedans. Et si on ne fait pas passer d'hydrogène là, on est en train de, dans les cartons, mettre en place un tuyau qui va partir de Barcelone, qui va arriver à Trieste pour remonter l'hydrogène vers, depuis le Maghreb, sur l'Allemagne. Parce qu'on ne veut pas, vous voyez, donc il y a énormément de questions qui sont liées au transport et au stockage de l'hydrogène, sur lequel aujourd'hui, tout simplement, l'État ne fait pas ses bons investissements. Donc ça, c'est un point très important, hein. La question du financement des infrastructures. Et ce n'est pas uniquement les infrastructures qui produisent de l'énergie, c'est toutes les infrastructures qui sont liées aux nouveaux usages. Vous avez un troisième volet qui est très important, qui est le volet d'équité. Ce volet d'équité, il comporte des actions de redistribution, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi des actions d'anticipation et de restructuration. Moi, j'ai été effaré hein, quand j'ai lu un jour dans les Échos que, tiens, c'est bizarre, on s'aperçoit qu'il y a un problème dans les fonderies. Déjà, dans le tic-tac de l'horloge climatique, j'explique que si on sort du moteur à combustion, il va y avoir un problème, effectivement, dans toutes les... Donc, il faut anticiper, restructurer. Ça, c'est l'État qui va faire. C'est pas la finance. Non, la finance, elle essaye de se sortir des actifs échoués. C'est pas le secteur privé, c'est le rôle de la collectivité publique. Et dernier point, parce que je dis l'État, mais il n'y a pas que l'État. Je pense qu'on a un problème évident dans les politiques climatiques en France, c'est la territorialisation. C'est-à-dire que grande partie des actions qu'il faut mettre en place ne sont absolument pas... on ne peut absolument pas les guider depuis le centre. Il faut le faire au niveau des territoires. Ça bouge beaucoup au niveau des territoires. Ça bouge. Moi, j'ai un petit indicateur pour ça, c'est qu'on est invité partout, si vous voulez, hein, pour faire des trucs devant des territoires. Et souvent, il y a beaucoup d'innovations sur les territoires. Et on ne sait pas bien faire cet équilibre entre l'innovation du territoire et puis l'injonction du centre. On n'est plus vraiment... Aujourd'hui, ça commence à se savoir, mais je pense que là, il y a un moyen. Alors, ce qui est peut-être pas mal, là, c'est qu'effectivement, Elisabeth Borne apparemment a mis un peu d'argent sur les fonds territoriaux, mais on n'a pas l'ingénierie, si vous voulez. Il faut faire une ingénierie avec, parce que moi je ne suis pas du tout partisan que l'État distribue de l'argent comme ça. Hein. Il ne faut jamais distribuer d'argent sans contrepartie. Hein. Et il faut trouver une ingénierie, hein,
qui fasse que les territoires innovants aient les moyens financiers de leurs innovations. Pour ça, il faut qu'il y ait quoi? Il faut qu'il y ait un pilotage, comme pour la finance. Même si la taxonomie n'est pas terrible, bon, au moins, vous mettez en place un instrument de pilotage. Il faut que les territoires aient des instruments de pilotage. Je leur souhaite de ne pas avoir un instrument aussi compliqué que la taxonomie, si vous voulez. Mais bon, après, s'il n'y a pas d'instrument de pilotage, on n'a pas ça. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est là où il y a les principaux déficits. Merci Christian. On est en train de déborder là de notre format. Ça se termine à quelle heure normalement? Ça se termine à 10h, normalement, on avait prévu. Non, mais au contraire, ça témoigne bien de tout l'intérêt du sujet, et on n'a vraiment pas épuisé la richesse ni du sujet, ni surtout du livre. Il y a plein d'autres thématiques qu'on aurait pu, sauf s'il y a une dernière question rapide, on va clore là en remerciant Christian. Merci infiniment pour cet exposé qui, enfin, ce sont des questions à tiroir. On aimerait une fois le tiroir ouvert, plonger et tisser mieux encore les fils entre tout ça. C'est un sujet très complexe. J'ai retenu quand même que le pivot de la réflexion, ou s'il y a une solution pratique quelque part un peu plus évidente que d'autres, c'est quand même le prix du carbone. Tout est là quelque part. Si on arrive à bien pricer le carbone, normalement tout se tient et l'équilibre doit pouvoir se faire. On a du mal à bien comprendre pourquoi on n'y arrive pas. Enfin, il y a des forces de résistance et de rappel un peu partout, bien sûr, mais c'est central, et ça nous permet en tout cas de relativiser aussi l'exercice que l'on fait sur la taxonomie, qui n'est qu'un petit bout de la solution. Pour autant, il faut qu'on continue effectivement dans ce domaine-là. C'est notre façon à nous d'accompagner les choses, mais il y a énormément à faire, mais il n'est pas trop tard. Merci Christian.